Est-ce qu'on peut dire que ChatGPT et l'IA, c'est vraiment l'enjeu, la révolution de notre siècle? Ah ouais, je pense que ça sera supérieur au moteur à explosion, à la machine à vapeur. Plus grande innovation de tous les temps. La plus grande innovation de tous les temps. Gilles, vous êtes coprésident du Conseil national du numérique avec Françoise Mercada de la Salle et vous venez de publier « Comment les hippies, Dieu et la science ont inventé Internet » aux éditions Odile Jacob. On pourrait dire que ce livre, c'est un essai presque historique et philosophique qui résume Internet, l'histoire d'Internet. Est-ce que c'est bien ça ? Ouais, c'est exactement ça. À l'origine, je me suis dit, mais pourquoi les Américains et la Silicon Valley réussissent aussi bien que ça ? Et j'ai cherché plein de choses et je me suis dit qu'il fallait essayer de comprendre l'histoire de cette affaire. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'écriture de ce livre. Dans ce livre, vous parlez des figures importantes d'Internet. Vous parlez de Tim Berners-Lee, le père du HTML, de Linus Torvalds, le précurseur de l'open source, de Steve Jobs, bien sûr, et aussi de Satoshi Nakamoto, donc l'inventeur, enfin le présumé inventeur du Bitcoin. Pourquoi cette approche historique L'idée du livre, elle est assez simple, elle est de dire qu'il y a quelques grands thèmes qui ont complètement organisé Internet. Il y a les militaires d'abord. Les militaires, ils font le même frame, le gros ordinateur lourd, etc. Les hippies, ils font le micro-ordinateur, ils décentralisent Internet, ils le rendent transparent, ouvert, etc. Les marchands, ils font le cloud. Et puis, il y a une vague, une contre-réforme, un peu réactionnaire, qui arrive, qui est effectivement celle du Web 3, de Peter Thiel, de Satoshi Nakamoto, et qui disent on en a marre des États, des institutions publiques, on va tout descendre, et on va créer un Internet autonome, décentralisé. Voilà. Et donc c'est ce qui propulse politiquement et idéologiquement derrière, qui oriente la technologie. Je trouve ça fascinant. On va continuer à parler de votre livre, mais avant ça, vous êtes président du Conseil national du numérique. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer aux internautes qui ne connaissent pas quel est le rôle de ce conseil et quel est votre rôle en tant que président ? Alors, le conseil, il a été créé en 2010 par Nicolas Sarkozy. Il se trouve que j'en ai été le premier président à l'époque. Il a comme rôle d'éclairer le gouvernement. Mais là-dedans, il a des missions qui dépendent un peu des mandatures. Et cette dernière mandature, l'idée, c'était de faire un CNUM qui soit assez politique et qui traite de questions qui étaient les grandes questions un peu fondamentales, qui est l'éducation, notre rapport à la vérité, des sujets qui sont assez fondamentaux finalement pour faire fonctionner une démocratie et sur lesquels on a beaucoup travaillé. On a travaillé pendant 2 ans sur ces sujets. On a fait des rapports qui peuvent être gratuitement téléchargés. Vous pouvez nous citer quelques exemples de rapports que vous avez pu publier ? Par exemple, on a fait Jetons et monnaies, c'est un rapport sur le futur de l'argent. D'accord. Et donc les crypto-monnaies Les crypto-monnaies, exactement. On a fait un petit rapport sur la cognition. Qu'est-ce qui fait qu'on est perméable à certaines informations et pas à d'autres? Et qu'est-ce qui fait qu'on peut apprendre simplement ou pas? Puis on a fait des rapports sur le futur de la démocratie, donc savoir comment les institutions démocratiques peuvent survivre à la désinformation en particulier. Ça, je crois que c'est un sujet qui est premier et sur lequel, à mon avis, les institutions publiques vont se battre pendant des années, et plus encore avec l'intelligence artificielle. Alors, je l'ai dit en introduction, en 2012, vous avez été nommé Digital Champion. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer aussi quelles sont vos missions en tant que Digital Champion? Alors, le programme a été créé par Nelly Creuse, qui était à l'époque commissaire au numérique, et elle a eu une intuition que j'ai trouvée vraiment bonne. Elle consiste à dire... En fait, nous, en tant que commissaires, on discute avec les États, les grandes entreprises, quelquefois les grandes start-up, mais on ne parle pas avec la société civile. Et le numérique, c'est quand même la société civile. Et donc, il nous faut dans chaque pays un représentant de la société civile qui nous explique ce qui se passe, les grandes dynamiques, etc., pour qu'on ne soit pas complètement hors sol. Et c'était ça. Donc, il se trouve qu'avec Nelly, moi, j'ai eu... C'est presque un délégué de classe du digital. Exactement. Un délégué de classe par pays du digital, c'est très bien, c'est une très bonne image. Par la suite, il y a dû avoir 4 ou 5 représentants du numérique à Bruxelles, commissaires, et je les ai suivis de plus ou moins près, suivant les uns et les autres. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, hein, c'est un des sujets phares de l'actualité, notamment de ChatGPT. Et donc, en tant que digital champion, en tant que président du Conseil du numérique, quels sont pour vous les défis autour de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est une opportunité, une menace, un peu des deux? Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est une rupture totale, c'est une rupture civilisationnelle. C'est-à-dire que lorsque vous regardez la science-fiction, il y a 2 choses qui sont importantes, c'est
véhiculer de l'information, la transmettre. Donc on voit dans, je sais pas, Star Wars, ils n'arrivent pas à communiquer entre eux parce qu'ils sont à des distances interstellaires, comme ils appellent ça, etc. Et c'est compliqué. Et puis, il y a 2001, l'Odyssée de l'espace, les ordinateurs qui deviennent très intelligents, en l'occurrence dans ce cas-là. C'est vrai qu'on vit une période où tous les films de science-fiction peuvent devenir réalité. Exactement. C'est ce qui est en tout cas, pour la partie cybernétique, ce qui n'est pas arrivé, c'est aller plus vite que la vitesse de la lumière, le voyage interstellaire, etc. Mais le reste, c'est arrivé. C'est-à-dire, les machines qui deviennent extrêmement véloces, c'est arrivé. Et la capacité à transmettre de l'information de façon quasi ubiquitaire, c'est arrivé aussi. Donc ça, c'est deux choses. Depuis 1920, la science-fiction fait état de ces choses-là. Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que c'est une menace ou est-ce que vous voyez beaucoup d'opportunités avec l'IA? Si vous voulez, c'est un peu comme si on disait est-ce que le feu est une menace? Le feu est un état de fait. Il est là, etc. Et on va devoir vivre avec. On ne peut pas arrêter cette technologie. Elle est là. Personnellement, je vois des opportunités qui sont d'ordre civilisationnel. C'est-à-dire que c'est une rupture extrêmement forte. Est-ce qu'on peut dire que ChatGPT et l'IA, c'est vraiment l'enjeu, la révolution de notre siècle? Ah ouais, je pense que ça sera supérieur au moteur à explosion, à la machine à vapeur. Plus grande innovation de tous les temps. La plus grande innovation de tous les temps. Et je le perçois comme ça. Alors évidemment, c'est difficile à dire parce que maintenant, ChatGPT, on y va 5 minutes et puis on se dit, OK, voilà, je vais faire autre chose parce que c'est... Mais les tréfonds de cette technologie, c'est une technologie qui va tout réorganiser. Et qui va réorganiser aussi notre rapport à la vérité, notre rapport à la cognition, notre rapport à l'autre. Les implications sont totales. Et donc, c'est très important qu'on en fasse un fait collectif de civilisation à l'échelle au moins de la nation. Et on parle alors d'un moratoire pour encadrer l'IA. Qu'en pensez-vous? C'est une bêtise. C'est une bêtise? C'est une aberration. Je n'ai pas signé ce moratoire. On m'a beaucoup pressurisé pour que je le signe. Je ne l'ai pas signé parce que c'est des technologies dont le degré de prolifération est total. Elles sont open source, elles peuvent être utilisées. Et en fait, si vous dites on va faire un moratoire, en gros, il y a tous les gentils qui s'arrêtent et tous les méchants qui continuent. Donc ça n'a aucun sens de faire ça, et d'ailleurs, on n'en parle plus. Alors on entend qu'un gros pourcentage des métiers peuvent se faire disrupter par l'IA et qu'on parle même à terme du revenu universel pour remplacer tous les travailleurs. Est-ce que vous pensez que c'est une véritable menace ou est-ce qu'on va un peu trop loin? On va beaucoup trop loin. L'histoire économique nous montre que les techniques amènent des gains de productivité qui sont énormes. Gains de productivité, ça signifie que vous avez des métiers qui disparaissent. Quand vous inventez la photographie, il n'y a plus de peintres. Il y a certains aspects qui sont préoccupants et sur lesquels on doit faire attention. Le fait que ces machines ne soient pas utilisées pour, par exemple, faire des virus, des cybervirus, beaucoup plus intelligents que ceux qui existent et qui sont capables de modifier leur stratégie en cours de route, c'est un vrai sujet. Quand vous allez à Monaco ou à Lille, dans les grandes conférences sur la cybersécurité, c'est pas depuis hier qu'on voit bien le potentiel de l'intelligence artificielle. Ça va être vraiment une rupture forte à cet égard. Donc on a des sujets de préoccupation, mais mon enjeu, c'est de faire en sorte qu'on arrive à s'en saisir de façon structurée, organisée, pour justement parvenir à faire en sorte qu'on en récupère plus les bienfaits que les méfaits.